Donc la conne du mois, encore une femme, hein, ce mois-ci, Caroline Fourest. Mais attends. Je sais pas, je suis assis sur un truc, là, ça me gratte. Non, bouge pas. Je sais pas ce que c'est tout petit, là. Ça pue, en plus, fais voir. Passe-moi la loupe, là. Ah bah dis donc, c'est Jean Robin. Voilà, débarrassé. Et vous voulez que je parle de lui, c'est fait. La vidéo du mois dernier a passé les 80 000 visionnages en moins d'un mois. Voilà. Mon bouquin, vous le savez, Comprendre l'Empire, est en train d'approcher les 35 000 exemplaires. On a la 9e réimpression. Et ben, il se trouve qu'on arrive à notre 10e réimpression et que là, nous en sommes maintenant. La dernière fois, on était à 34 000 exemplaires. Là, on en est à 36 500 exemplaires. 100 000 visionnages sur le compteur Dailymotion, c'est-à-dire qu'on est en progression constante. Ouais. Tout comme j'ai dit, hein. Je suis en train de le faire progressivement. Là. Je vous amène bien le truc. Ouais. Comment ton prénom? Hervé. Oui, je voulais dire deux choses en intro. Un, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les vidéos sont de plus en plus regardées, on voit les compteurs des différents supports là. J'ai croisé quelqu'un qui est cadre chez Dailymotion qui m'a dit que j'étais tout nom confondu, le 20e nom le plus consulté sur Internet, enfin sur Dailymotion, et Dieudonné le 16e. C'est-à-dire qu'il avait l'air de dire que c'était quelque chose d'assez remarquable. Bon, on voit que la dernière vidéo du mois a dépassé plus de 130 000 sur Dailymotion. Mais surtout, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que les gens me parlent dans la rue. Je prends le train, le contrôleur me remercie pour ce que je fais. Le type qui est au bar dit on peut faire une photo de quenelle. On a l'impression que je suis passé la veille chez Arthur sur TF1, quoi. Il y a vraiment un phénomène aujourd'hui de résistance qui s'instaure. C'est-à-dire que les gens ont identifié que que ma parole était quand même une parole de vérité, au moins dans l'effort que je fais, même si parfois je me trompe un peu, forcément, on y reviendra. Et ça touche beaucoup de monde, je vous dis. Je n'avais pas ce genre d'ambiance où je vivais ce genre de truc quand j'étais passé la veille en prime time chez Ardisson, où les gens vous arrêtent dans la rue, la caissière du Monoprix vous salue, etc. Là, j'ai ça tous les jours maintenant, partout. J'ai eu ça à Berlin. J'ai eu ça au Québec, dans un fast-food à Montréal, il y a une personne qui m'est venue me serrer la main. Enfin, il se passe quelque chose qui est assez rassurant, parce qu'on a des convocations chez les juges d'instruction, on a une pression qui s'augmente du pouvoir, mais par ailleurs, on a vraiment une énorme audience et une très grande adhésion. Et ce qui est marrant, c'est que c'est maintenant des gens de tous bords, des jeunes, des vieux, des gens de gauche, de droite, des policiers, des gendarmes, des pompiers, des professeurs, des élèves de Sciences Po, des agriculteurs. C'est très encourageant. C'est pour ça d'ailleurs que je continue. Deuxième remarque, oui, comme je fais c'est un peu comme du jazz, hein, ce que je fais, c'est pas très préparé, c'est de l'impro. Alors c'est comme en jazz, parfois il y a des fausses notes. Et comme il y a des petits malins maintenant dont le seul travail est d'essayer de pointer sur 3-4 heures de vidéo mes petites imprécisions, de temps en temps, comme je fais tout de mémoire, je me trompe un peu. Par exemple, la dernière fois, j'ai dit les 100 000 verges de Verlaine, alors que c'était les 11 000 verges d'Apollinaire. Livre que j'ai lu, je connaissais assez bien à l'époque la poésie de cette époque-là. Bon, je vieillis un peu, je me suis un peu gouré. Donc de temps en temps, effectivement, je demande pardon aux internautes. Parfois, j'ai des petites imprécisions, mais bon, comme je veux pas écrire le truc et l'apprendre par cœur, c'est pas du tout la même démarche. Je travaille de mémoire, je fais appel à ma culture générale, qui est la culture qui reste, comme chacun sait, quand on a tout oublié. Et parfois, je me trompe un peu sur les détails, hein. Mais les points de détail n'enlèvent rien à la cohérence et à la précision de la vision globale. Donc c'est pour ça qu'il y a certains petits spécialistes qui maintenant, je ne vais pas citer leur nom, hein, ça leur ferait trop plaisir, mais des minables qui font des contre-vidéos pour essayer de pointer élément par élément ce qu'il pourrait y avoir d'imprécis chez moi ou soi-disant de contradictoire, en essayant toujours d'éviter évidemment la vision synthétique, la vision globale. Cette méthode de pensée, qui est une fausse pensée, qui est
une école qui s'appelle du sophisme, a été pointée du doigt par Schopenhauer dans un bouquin qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison, qui n'est jamais que la version laïque de ce qu'on appelle la casuistique dialectique, et le terme, je crois, qui en yiddish s'appelle le pilpoul. Donc c'est la technique des sophistes menteurs, hein, de toujours découper ça en tranches et de chercher toujours la petite bête pour casser toute vision globale. C'est une démarche de mauvaise foi. C'est une démarche de sophiste, c'est pas une démarche de penseur. Donc c'est-à-dire ce qui est intéressant, parce qu'il faut élever le débat, c'est qu'il y a en ce moment une espèce de petit merdeux sur lequel j'étais assis tout à l'heure, qui fait ça systématiquement. C'est lui qui se ridiculise et qui se déshonore, et qui montre bien qu'il n'est pas du tout un patriote français qui luttait contre la judéomanie, mais qu'il est bien un petit dialecticien sophiste, en plus je dirais même pas talmudique, parce qu'il est mauvais, quoi. Je veux dire, on voit c'est des cours du soir accélérés qu'il a pris, parce qu'en fait il se réclame d'une communauté dont il n'est pas, hein, il faut le savoir, hein. Sa mère ne l'est pas, donc il ne l'est pas, donc c'est comme la noblesse d'empire qu'on fait toujours des tonnes, où les gens qui ont acheté leur titre, la bourgeoisie, c'est le bourgeois gentilhomme, quoi. Le mec, c'est le bourgeois gentilhomme du talmudisme, quoi. Donc voilà, il m'arrive de commettre des imprécisions, mais ça ne change rien à la cohérence de ma vision globale, qui, elle, me paraît assez inattaquable et confirmée par les faits. Et deux, la méthode même de critique de certains de mes adversaires démontre en réalité ce qu'ils sont et ce qu'ils font, c'est-à-dire des menteurs professionnels, et surtout des gens ignobles au sens sans aucune noblesse, hein, c'est-à-dire des merdes, quoi. C'est cette espèce qui essaye effectivement d'incarner jusqu'à la caricature ce que j'appelle cette aristocratie sans noblesse, c'est-à-dire des gens qui prétendent être au-dessus des autres, mais non pas par les valeurs que respectent toutes les sociétés traditionnelles, hein, le courage, la vertu, la recherche de la vérité, mais toujours ces deux stratégies qui sont le mensonge et le vol, hein, voilà. C'est assez vérifiable. Voilà, je clôt cette petite parenthèse. Oui, conne du mois, là, en fait, j'étais sur le point de choisir Copé pour son histoire de pain au chocolat pendant le ramadan. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. C'est vraiment, qui était vraiment un sale truc, hein, qui mériterait un pain, mais pas un pain au chocolat, hein, un vrai. Et finalement, il y a Fourest a fait mieux, voilà, donc c'était voilà Copé, Fourest, et là, alors elle a sorti un truc énorme. Elle aussi, elle pratique la casuistique dialectique, elle a la même méthode que l'autre sur lequel j'étais assis tout à l'heure, c'est-à-dire de toujours la mauvaise foi comme système, le décortiquage malhonnête, la casuistique dialectique, quoi, hein, comme quoi c'est une école. Et elle, on sait qu'elle fait partie de l'équipe de Bernard-Henri Lévy. Quand Jean-Marie Le Pen est allé à Valmy, sur les conseils d'ailleurs d'Alain Soral qui a écrit le discours, c'est le tournant républicain du Front National, c'est là. C'est Jean-Marie Le Pen qui le fait avant Marine Le Pen, quand il va sous les ailes du moulin de Valmy. Et en fait, il fait tout un discours qui est essentiellement contre l'OTAN, ce qui peut se faire d'un point de vue intelligent, mais là, ça se fait d'un point de vue complètement confus, et où on voit derrière la rhétorique d'Alain Soral, et pas du tout une rhétorique de critique constructive de l'impérialisme. Qu'elle travaille avec Philippe Val, on voit très bien le réseau et le rôle qu'elle joue. Et alors elle en a fait une énorme, là, c'est qu'elle a dit à la radio que les Français, la France, avaient exterminé pendant la guerre 6 millions de Juifs. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent toujours pas, et là il y a un problème avec l'école, il y a un problème de culture générale, il y a un problème de pédagogie à faire dans le débat public. Ils ne comprennent toujours pas que dans un pays où on a exterminé 6 millions de Juifs, c'est normal qu'on soit très sensible à l'antisémitisme. Déjà, première chose, normalement ça tombe sous le coup de la loi, parce que la loi Guesso exige qu'on respecte à la lettre les chiffres de Nuremberg. Or, les chiffres de Nuremberg, c'est pas 6 millions de Juifs exterminés par la France. Donc, normalement, elle devrait être retrouvée au tribunal. Hein, on peut rêver, on peut rigoler un peu. Mais surtout, ça va permettre de rappeler deux choses. Hein, le CV de Caroline Fourest. Je rappelle que Caroline Fourest est une lesbienne qui présente des symptômes d'hystérie si on consultait des psychologues et des psychiatres. Donc je le dis objectivement, c'est pas une injure ou une diffamation, c'est un constat objectif. C'est une lesbienne hystérique d'extrême gauche, elle vient de pro-choix, dont un des titres de gloire était d'avoir organisé un festival de cinéma lesbien interdit aux hommes. Donc c'est une communautaire hystérique,
qui était financé avant par la mairie de Paris, il faut le savoir, donc c'est le réseau PS. Il s'ouvre des écoles Lubavitch, il s'ouvre des crèches Lubavitch, il s'ouvre des écoles musulmanes pas les plus sympathiques, tenues par des fondamentalistes. Il s'ouvre des écoles privées catholiques où l'on chante des chants nazis, où l'on enseigne que Pétain est un héros et De Gaulle un traître. Ces écoles-là bénéficient notamment de niches fiscales, de fondations comme la Fondation pour l'école ou la Fondation Saint-Mathieu, reconnues d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent et qu'avec ça, on ne paye pas d'impôts et ça leur permet de prospérer et de faire prospérer la division parmi les citoyens. Qui est devenue une spécialiste de l'anti-Ramadan. Il est dangereux pour vous, Tariq Ramadan? Il est d'autant plus dangereux que, justement, on ne sait pas qui il est vraiment, qu'on ne prend pas le temps de lire ses discours. C'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. Moi, j'en ai la certitude aujourd'hui. Il y a le discours des plateaux de télévision et de certains livres qui sont destinés aux journalistes. Et il y a des discours que j'ai trouvés dans des livres et dans des cassettes qui sont moralistes, fondamentalistes, pudibonds, manichéens, avec une vision de l'islam et de l'Occident complètement rétrograde, complètement réactionnaire. C'est-à-dire de l'anti-islam, qui n'est pas du tout de l'islam radical, parce que même si j'ai des choses à reprocher à Ramadan, c'est pas un islamiste radical. Il n'est même pas très radical, je trouve. Et qui, malgré ça, a applaudi à la mise à mort de Kadhafi par Al-Qaïda en Libye. Je crois vraiment qu'on aurait tort de penser qu'on doit regretter quoi que ce soit dans le soutien à l'élan démocratique, et en Tunisie et en Libye, parce que l'après nous plaît moins. C'est deux choses complètement différentes. Quand Kadhafi promettait de noyer dans le sang Benghazi, bien sûr que sur le sol, il y a des gens qui étaient intégristes, djihadistes même, et il fallait les défendre quand même. Malgré l'hiver islamiste qui nous tombe dessus et qui était totalement prévu et prévisible. Moi, quand j'ai soutenu le printemps démocratique, je l'ai soutenu en sachant que l'état d'après, c'était ce qui se passe maintenant. Donc on a bien vu là effectivement ce mensonge systématique et qui effectivement joue un rôle très malsain aujourd'hui, c'est-à-dire de faire de l'extrême droite d'extrême gauche. On sait d'ailleurs que ça lui a valu d'être chassé de la fête de l'UMA. Caroline Fourest, elle représente le racisme respectable, le racisme qui n'a pas l'air d'être un racisme. Et donc c'est en cela qu'elle est la plus dangereuse. J'ai décidé de participer à cette action à la fête de l'UMA contre Caroline Fourest parce que je considère en tant que simple citoyen qu'il faut combattre toute forme d'islamophobie, qu'elle soit de droite comme de gauche. Ils l'ont empêché de s'exprimer et ils ont bien fait pour son islamophobie qui n'est jamais que le nouveau masque du racisme anti-maghrébin, puisque les musulmans en France sont des immigrés, des anciens immigrés maghrébins. Donc on est vraiment bien là dans un petit agent d'extrême droite sioniste, communautaire, qui présente des aspects pathologiques dans sa manière de s'exprimer, et qui là dit une énorme connerie, toujours dans le but effectivement de culpabiliser les Français, et qui se soumettent en fait à une minorité agissante et toute puissante, dont on reviendra pour le démontrer chaque fois un peu plus, et qui se fait passer, c'est sa stratégie, que j'avais parfaitement démontrée dans Comprendre l'Empire, pour une minorité opprimée. En fait, en France, il y a une majorité opprimée par des minorités agissantes coalisées. Et on voit d'ailleurs que les deux minorités agissantes les plus puissantes sont la communauté juive organisée et la communauté homosexuelle organisée, à laquelle Caroline Fourest appartient, et qui a des accords d'allégeance et de réciprocité, dans une espèce de partage du pouvoir symbolique et de la domination avec la communauté juive organisée. Il suffit de regarder le Marais, c'est assez symbolique, et c'est hiérarchiquement construit comme ça. Voilà. C'est les deux lobbies puissants, tout le monde le sait. Le lobby gay, qui n'est pas le lobby, qui n'a rien à voir avec les homosexuels comme individus. Le lobby gay, c'est un truc qui a été monté par Mitterrand via Jacques Lang pour, quand on a lâché les ouvriers, dire que la gauche c'était la différence sociétale, et que finalement ce qui était de gauche, ce n'était plus d'assumer le principe de réalité du travail productif, mais de se faire enculer. Ça est passé de la rose au poing à la fistinière. Donc on voit bien que ça a été une construction pour nous faire croire que finalement ce qui était de gauche, c'était de se faire enculer, et qu'être sodomite, c'était de gauche. Alors que, comme je l'ai toujours dit, la sodomie étant une activité de loisir, le politique se détermine sérieusement par l'activité productive, c'est-à-dire savoir si on est rentier, travailleur productif, salarié, etc., etc. Ça, c'est les vraies catégories de la gauche marxiste. Donc on est effectivement dans cette espèce de construction, effectivement, où aujourd'hui, des gens qui, au nom d'une déviance sexuelle, se font passer pour des progressistes, alors qu'ils sont éminemment plus que des réactionnaires. Ils sont des néofascistes, au sens bien compris du terme, et des sionistes ultra, donc ça c'est Caroline Fourest. Et pour culpabiliser les gens et masquer une domination, ils jouent toujours le jeu de la défense des minorités opprimées, comme si les gays étaient une minorité opprimée, alors qu'ils sont en train d'imposer au peuple de France, on va le dire, le mariage homosexuel et l'adoption
homosexuels contre l'avis de la majorité des Français, mais aussi l'avis de la majorité des homosexuels qui ne se réclament pas de la gaïtude, et exactement comme les juifs du quotidien ne demandent pas que le CRIF parle en leur nom, c'est toujours le même genre de truc. Minorité agissante, abusant d'une parole communautaire pour laquelle ils n'ont pas été mandatés, et finalement persécutant la majorité silencieuse, en se faisant passer pour des minorités opprimées, alors qu'ils ne font que menacer, opprimer, persécuter. Hein, on est vraiment là-dedans. Hein. Et donc là, on a ce petit lobby communautaire homosexuel qui se met au service du grand lobby communautaire dont on n'a pas le droit de parler, mais que tout le monde a identifié, et qui raconte qu'il est normal que les Français ferment leur gueule et ne disent rien, alors qu'on voit une domination communautaire sur la France qu'on peut démontrer par le gouvernement, je ne sais plus comment il s'appelle, le Premier ministre, le gouvernement héros. Hein, il suffit de regarder les ministères. À l'économie et aux finances, vous avez Moscovici, juif roumain, membre du Grand Orient, sioniste ultra. Si moi j'ai adhéré au Parti Socialiste, moi qui suis juif aussi, français, socialiste, c'est en pensant à Léon Blum aussi. Que ferait Léon Blum aujourd'hui? Et quelles ont été les causes pour lesquelles il s'est battu? La République, le socialisme, la gauche, et vers la fin de sa vie, c'est vrai, le sionisme. Pour faire respecter Léon Blum, soyons dans tout ça. À la police, vous avez Emmanuel Valls, catalan naturalisé français en 82, et qui déclare son soutien inconditionnel à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Aux affaires étrangères, vous avez Fabius. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Le régime syrien doit être abattu et rapidement. Et qui est à la fois l'homme de la rigueur, l'homme du sang contaminé, et l'homme de la loi Guesso, qui est en fait la loi Fabius-Guesso, où un gros con de communiste en salopette sert toujours d'alibi à un communautaire qui empêche des historiens de travailler sur une période pour effectivement qu'on repasse de la mythologie à l'histoire réelle, puisque finalement on est bien effectivement dans une mythification progressive de la réalité historique qui s'est d'abord appelée la persécution des Juifs d'Europe, puis l'Holocauste, puis la Shoah. La Shoah est un terme qui n'est pas dans Nuremberg, je précise, et qui arrive dans le monde des États-Unis au tournant des années 70-80, avec le Lanzmann, le grand spécialiste en France. Shoah, 1985, un film de 9h30 et 12 ans de votre vie. Et c'est depuis votre film qu'on nomme l'extermination des Juifs, la Shoah. Oui, c'est moi qui ai donné le nom. Quand on a fait les cartons d'invitation, la première a eu lieu au Théâtre de l'Empire, on m'a dit, pour ceux qui rédigeaient les brisoles d'invitation, Georges Craven par exemple, mais quel est le nom de ce film? Je dis Shoah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Shoah. Mais il faut traduire, personne ne va comprendre. Oui, à l'époque, personne ne comprenait. Oui. Et je dis, c'est ce que je veux, que personne ne comprenne. Et c'est devenu Shoah. Et en l'espace de 15 jours, les gens se sont mis à dire la Shoah partout. Donc on est bien on a bien cette domination communautaire, économie et finances, police, affaires étrangères et éducation avec le républicain Payon. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, ça ne marche pas. Parce que, donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion. Que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant que je fais des entretiens, disent mais vous voulez inventer une nouvelle religion. D'origine alsacienne, et on citera une petite citation de Napoléon Bonaparte pour voir un peu ce qu'il pensait de la communauté dominante alsacienne déjà en 1806, je crois. Enfin, voilà, donc la réalité c'est une mainmise totale sur la France d'une communauté qu'on n'a pas le droit de nommer tellement elle nous terrifie, et qui fait allégeance à un pays étranger qui pratique, comment dirais-je, l'apartheid. Hein, voilà. Donc ça, c'est la réalité, mais on nous parle en permanence que la France devrait se prosterner devant des gens qui représentent moins de 1% de la population française et demander pardon pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, ce qui va me permettre de rappeler la réalité historique. Le régime de Vichy, qui n'est pas la République, puisque c'est une rupture. La Révolution nationale est une rupture avec la République. Donc sur le plan institutionnel, c'est une parenthèse anti-républicaine dans l'histoire de France. Donc la République française n'a pas à assumer cette parenthèse, qui est une parenthèse en plus qui est due à la défaite face à l'Allemagne nazie. Donc il y a une cause extérieure,
Hein. Et pendant cette période tragique, en premier lieu pour le peuple de France, hein, je rappelle qu'il a subi 5 ans d'occupation, des privations, des souffrances, dont ma propre famille a été la victime. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui a répondu à l'espèce de petit machin sur lequel j'étais assis tout à l'heure, en disant bien que mon oncle était bien quelqu'un qui est un héros de la résistance, mais qui n'était pas décoré de l'ordre des compagnons de la libération, parce qu'il était sous commandement anglais dans la brigade Guyane, je crois. Voilà, il y a des gens qui, je ne l'ai pas fait moi la recherche, mais des anciens combattants ont fait la recherche et m'ont envoyé on mettra les liens, mais j'ai pas envie de polémiquer de toute façon là-dessus, parce que même si que mon oncle soit un résistant et un héros de guerre ou pas, de toute façon, je n'aime pas la responsabilité collective, je n'aime pas le prestige collectif. Tout ça, c'est du tribalisme. Moi-même, je n'ai pas été prisonnier dans un camp et je n'ai pas été descendu au-dessus de l'Allemagne en avion. Je suis né en 58, donc je ne veux ni me réclamer du prestige de mon oncle, mais ni non plus payer pour les actes immoraux de gens avec qui je n'ai rien à voir et qui ne sont pas la France, qui n'incarnent pas la France. Ni pour moi, selon mes valeurs, ni même d'un point de vue légal, puisque je vous le dis, la parenthèse pétainiste était une parenthèse anti-républicaine, et jusqu'à Mitterrand, normalement, voilà, on ne tombait pas dans cette soumission ultime. Pour rappeler les chiffres, pendant toute la période d'occupation sous le régime de Vichy, il a été déporté 75 000 environ juifs au sens global, dont 25 000 juifs français. Donc les chiffres, ce n'est pas 6 millions de morts, c'est 25 000 Français de confession juive déportés dans les camps en Allemagne, effectivement avec la complicité du gouvernement de Vichy, et je l'ai fait remarquer la dernière fois, avec la complicité de l'équivalent du CRIF de l'époque, qui s'appelle l'UGIF. Et pour aussi, petite remarque à M. Finkielkraut, c'est pas la France qui mérite sa haine, mais c'est plutôt effectivement l'UGIF. Les associations représentatives des Juifs de France sous l'occupation et sous le gouvernement de Vichy ont eu une stratégie systématique qui était de rendre au Reich allemand les clandestins juifs qui dépendaient du Reich pour sauver les juifs français. Et c'est pour ça qu'il y a eu globalement 75 000 juifs déportés, dont on dit que la plupart ne sont pas revenus, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tous morts, et on voit qu'il y en a beaucoup qui sont revenus, parce qu'ils sont toujours en train de témoigner aujourd'hui, y compris à l'hôtel Lutetia, quand on leur met pas des nappes et qu'on leur donne des serviettes en papier. On mettra le lien, une petite histoire qui s'est passée récemment. Mais en fait, les juifs français qui ont subi la déportation sur la Tunisie, c'est 25 000. Donc c'est pas 6 millions, Caroline Fourest, c'est 25 000, et 75 000 en comptant tous les juifs hors nationalité. Hein. Ce qui est d'ailleurs assez absurde, parce que d'un seul coup, on parle de citoyens français juifs, puis d'un seul coup, ils sont une nation dans la nation, une communauté transnationale, et on parle des juifs. Non, il y avait des Français de confession juive, et puis il y avait des étrangers sur le territoire français illégalement, ce qui étaient souvent des Tchèques et des Polonais. En général, les parents des juifs ashkénazes les plus haineux, comme Finkielkraut, qui sont toujours en train de se venger de la parenthèse pétainiste, en déclarant bien que ce pays mérite leur haine, etc., etc. On voit bien hein, cette haine, mais ce qui est bizarre, c'est que cette haine, ils l'ont envers le peuple français qui n'y est pour rien, et ils ne l'ont jamais contre la communauté organisée incarnée par l'UGIF, qui a vendu leurs parents, comme le dit très bien, je le répète, Maurice Rafchus, dans 2 de ses livres très courageux. Hein, voilà. Donc une fois de plus, Caroline Fourest, conne du mois, menteuse comme une arracheuse de dents, malhonnête, et qui là se fait attraper par la patrouille en disant une énormité dont le but est toujours le même, culpabiliser à mort le peuple français sur une période historique totalement mythifiée chaque jour un peu plus, et qui sort chaque jour un peu plus de l'histoire pour être dans le délirant, pour que nous n'osions pas faire remarquer qu'aujourd'hui nous subissons, comme d'ailleurs dans les années 30, on reviendra avec quelques citations, une domination communautaire tellement énorme qu'il faut être... Enfin, que tous les gens la voient, quoi. Je veux dire qu'il faut vraiment aujourd'hui matraquer avec des mensonges comme ça pour que les Français ne se disent pas que finalement la République française ressemble de plus en plus à une émission d'Arthur le samedi soir, où on cherche sur 7 ou 8 invités le goy de service et parfois il n'y en a même plus. Samedi, les enfants de la télé sont plus dissipés que jamais. Amel, je veux pas que tu regardes cette séquence, c'est pas pour toi. Ça va aller? Ah, je sais plus. Tout est collector. Ah bon? C'est moi? Arthur leur a préparé un cocktail d'images explosif. C'est dur d'embrasser au cinéma, José? Ça dépend. Ça avec dépend. une grosse moustache.
TF1 le samedi soir. Hein. Et que, évidemment, on en parlera tout à l'heure, que pour essayer de dévier la colère et les questions légitimement posées dans une république une et indivisible, eh ben, on fabrique de l'islamisme radical et on nous dit que finalement la pauvre communauté est en danger parce que 3 rappeurs niçois en survêtement ont balancé une couscoussière dans une épicerie cachère de Sarcelles. Sur place, les premières constatations donc, ont mis en évidence des dégâts, j'ai envie de dire plus ou moins légers, hein, puisqu'on a des impacts au niveau du plafond, on a des néons qui ont été cassés. Même s'il n'y a que des dégâts matériels peu importants et que si l'intégrité physique des personnes n'a pas été atteinte, Dieu merci, il n'en reste pas moins que ce geste doit être pris extrêmement au sérieux, qu'il est lourd de signification. Malheureusement, Toulouse n'a pas été un frein, mais semble avoir libéré certaines pulsions antisémites, puisqu'on a vu dans les suites de Toulouse des actes continuer à être plus nombreux qu'avant. C'est donc un réseau visiblement organisé appartenant au milieu salafiste qui a été démantelé ce matin lors de plusieurs opérations de police dans le sud, à Strasbourg et en région parisienne. Le voici, Jérémy Louis Sidney, le terroriste présumé tué par la police à Strasbourg. Égale soumission, ça ne s'arrête pas à ne pas manger porc à la circoncision. Sera pété un appel de phare pour les frères et les sœurs qui s'égarent. Allahu Akbar. C'est quelqu'un qui était identifié avec une barbe et lorsqu'il a rejoint Strasbourg, il s'était rasé la barbe. C'est paraît-il, un signe de passage à l'acte qui peut conduire au martyre. Enfin là, on est dans n'importe quoi. C'est un mauvais sketch des inconnus. Mais c'est ça aujourd'hui la réalité française. Et c'est ce qui fait sans doute que beaucoup de gens aujourd'hui me saluent dans la rue, me disent bravo pour votre courage et votre parole de vérité, parce qu'à un moment donné, trop c'est trop, et qu'il va falloir à un moment donné, effectivement, que les corps constitués, que les honnêtes gens, que les fonctionnaires intègres expriment leur refus d'obéir à certaines manipulations et certaines injonctions qui, je le dis en dernière instance, nous amènent à la guerre civile. Hein. Voilà. Je finirai sur ce sujet de la conne du mois. Je salue fraternellement mes camarades québécois en leur disant, pour répondre à leurs questions, que je viendrai sans doute un jour donner une conférence là-bas. Alors Alain Soral, vous le connaissez tous, c'est un sociologue, un essayiste, c'est un maître Kennedy. Alors oui, après les sujets pénibles, les sujets agréables, enfin quoique, j'ai été invité à Montréal par une association qui s'appelle les Fils de la Liberté, et j'ai découvert effectivement ce qu'on m'avait dit, des gens incroyablement francophiles, ce qui n'existe plus en France, où là-bas on regarde des génériques, c'est pas comme les génériques des films français, on voit des Lefebvre, des Dupont, des cousins, il y a des noms français partout, des types qui aiment la France, des gens d'une gentillesse et d'une simplicité qui me rappellent un peu le peuple de France qu'on croisait encore dans les années 60. Satellite 1, première. Monsieur, le satellite français a été placé sur son orbite. Quel effet cela vous fait-il? Ça m'a fait déjà une bonne impression parce que on rentre dans un cercle compétitif, on peut se mettre avec les Anglais et les Américains, avec les Américains et les Russes. Et puis en même temps, c'est un bon point pour les techniciens français. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui, oui. Ça dépend ce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Vous n'avez pas le droit de répondre? Non, pas en tenue. Bon, civil sera répondu, oui. Sur le thème du bonheur. J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, hein. Il faut bien partager un peu. Oui, alors le satellite français a été placé sur son orbite. Quel effet cela te fait-il? Ils sont forts, les Français. C'est très bien. Et des gens effectivement très conscients de tous les problèmes du monde, parce que, à mon avis, ils sont effectivement une communauté blanche
et européenne, mais sous domination coloniale d'une autre communauté blanche, mais anglo-saxonne et américaine. Et là, on voit effectivement que le colonialisme n'est pas forcément racial, mais qui peut être ethnico-culturel, puisqu'on a des francophiles catholiques dominés, méprisés et humiliés par des protestants anglo-saxons. Et cette conscience finalement de coloniser crée une forte conscience identitaire, un fort esprit d'indépendance, effectivement qui ressemble à l'esprit gaullien des années 60. Ce qui fait que nos 2 conférences qu'on a données avec Piero San Giorgio, notre camarade survivaliste, se sont très bien passées. Mais la 2e conférence qui était prévue dans un lieu dont j'ai oublié le nom, a été annulée au dernier moment, on a perdu la salle. Alors évidemment, il y avait eu sur un espèce de site internet qui s'appelle Fascio Watch, une espèce de manipulation, soi-disant, de l'extrême gauche pour dire qu'on était des méchants fascistes, des racistes, etc. Mais en réalité, on l'a su, la salle nous a été retirée par des pressions qui venaient directement du B'nai B'rith, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie juive toute puissante, qui est très puissante aussi au Canada, même si elle est plus discrète, puisqu'ils ne peuvent pas reprocher aux Québécois leur collaboration ou leur persécution. Donc c'est plus discret, mais c'est pareil. J'ai perdu la salle à cause des pressions de cette communauté agissante, toute puissante et qui se fait toujours passer pour opprimée alors qu'elle est en réalité plutôt opprimante. Et malgré tout, on a retrouvé une autre salle, plus grande, que nous avons remplie. Plus de 300 personnes sont venues payer 20 $ canadiens pour m'écouter, moi et Piero. Donc ça a été une réussite totale, malgré la tentative, y compris à Montréal, toujours par les mêmes, de m'empêcher de m'exprimer devant les Québécois. Voilà. Hein, donc ça, ça devait être dit. Voilà. Alors oui, j'y ai pensé, je me suis dit tiens, je pourrais croiser Dantec par hasard, et ça me permet de rebondir effectivement. J'ai vu récemment que Dantec, avec qui j'ai eu pas mal de frictions, mais que je connais de longue date. Hein. Il était de la bande d'Ivry-sur-Seine, je l'ai connu quand il essayait de faire de la musique punk avec Artefact. On a mis une photo, c'est pas très gentil, mais il faut assumer. Hein. Moi j'assume le chien poupetto, faut pas être dans la mythomanie. C'est un type que je connaissais, qui n'est pas un mauvais bougre au départ et qui n'est même pas sans talent, mais qui s'était mis à m'emmerder à bloc de façon assez agressive. Ah, il vaudrait mieux pas qu'il le fasse en face de moi, cette espèce de gros enculé. Là, je lui dis cash. Ah oui? S'il m'entend. Voilà quoi, c'est un monde merdique où par exemple Alain Soral, c'est un exemple, est considéré comme... Pardon, excusez-moi, est considéré comme un maître de la politique. Et là, je vois qu'il a fini par se fâcher avec son mauvais génie et son mentor, qui est un certain David Kersan, je crois. Et donc, je veux rappeler plusieurs choses. Un, que Dantec m'a fait un procès pour injure et diffamation qu'il a perdu. J'ai été convoqué par un juge d'instruction qui m'a signifié que j'étais envoyé au tribunal pour injure publique, parce que, et c'était bien marqué sur le papier, parce que j'avais osé tapoter avec l'index sur la tête articulée d'un petit chien en plus, donc c'était bien écrit hein, sur ce qui m'était reproché, que j'avais dit coucher Dantec, et que je l'avais comparé à un caniche, je crois. Vous voyez, donc je me suis retrouvé au tribunal pour ça, il faut le savoir. Hein. Ce qui était assez déshonorant de sa part, mais que je pense qu'il était effectivement sous la coupe de ce David Kersan qu'il attaque aujourd'hui pour abus de faiblesse, et que c'est le David Kersan qui est à l'origine de ma petite vidéo qui s'appelait Mea Culpa. Sa vision du monde est incohérente, puisqu'il dit il faut se ranger derrière l'Empire américain pour nous protéger des Arabes. Or, une analyse sérieuse de la situation nous montre que partout où les Américains sont passés, ils ont remis les Arabes au pouvoir, en Afghanistan avec les talibans, en Yougoslavie avec les Albanais du Kosovo. Et s'il a étudié la géopolitique comme moi, il sait très bien que la mise en avant du danger islamique est de la part des Américains une stratégie des leurs pour en fait aller contrer la progression inéluctable de la sphère eurasiatique. C'est-à-dire c'est les Chinois et les Russes qui vont bloquer en réalité. Et je pense que soit Dantec est suffisamment intelligent pour le savoir, donc il ment, soit s'il n'a pas compris ça, c'est que c'est un imbécile et il faut qu'il reste dans la science-fiction, effectivement. Parce que David Kersan, comme j'attaquais Dantec sur l'incohérence de ses positions catholiques réactionnaires et de son sionisme, et surtout l'incroyable violence de ses attaques contre les musulmans. Et je voudrais donner un conseil à tous les musulmans et à tous les islamistes. Rappelez-vous des petits Japonais, ces braves petits Japonais, qui se sont pris 2 bombes atomiques sur la gueule à l'époque où elles n'existaient pas. Alors maintenant, si vous voulez faire les malins, à l'époque où elles existent,
Eh ben, je vous conseille juste de réfléchir à la date du 6 août et du 9 août 1945. J'avais subi des menaces téléphoniques de David Kersan qui m'avait menacé de me faire ratonner par des Croates. Et donc en fait le problème venait de Kersan. Et je suis content que Dantec, qui malgré tout est un écrivain, c'est un type qui écrit et qui passe son temps à écrire et qui est passionné par la littérature. Ce qui est dommage, c'est que sa spécialité c'est la science-fiction et qu'il a voulu mettre un pied dans la politique et que là il a commis des erreurs qui fait d'ailleurs que maintenant il ne dit plus rien. Donc comme je suis un bon chrétien, je voudrais dire que j'en veux pas à Dantec, qui est quand même un écrivain. C'est un type qui voue sa vie à l'écriture, donc quelque part il y a une fraternité de l'écriture, mais que par contre je suis content aujourd'hui qu'il se défasse de la mauvaise emprise de Kersan, qui est un petit agent sioniste mythomane, j'en dirai pas plus, mais qui a été reçu par Sarkozy à l'Élysée, et tous les gens qui ont travaillé avec lui savent qu'il faut en penser pique-pendre, et qui à mon avis est la cause de de toutes les erreurs qu'a pu commettre Dantec sur le plan politique et humain depuis des années. Donc finalement, je lance un salut fraternel à Dantec d'écrivain à écrivain, et je précise bien que le problème en fait Dantec était le problème David Kersan. Et je suis content que finalement Dantec échappe à sa domination, et j'apporte mon soutien public à Dantec dans ce combat qu'il mène pour essayer effectivement d'échapper à cet ogre qui fait sans doute du pognon sur son dos, puisqu'il a monté une maison d'édition. Et Dantec essaie de récupérer ses droits et sa liberté d'auteur. Et en tant qu'écrivain, je le soutiens. Voilà.